Bonjour Bastien, Bonjour. on se retrouve en cette semaine de la rentrée pour parler d'un sujet qui était sur toutes les langues avant de partir pour les grandes vacances. C'est évidemment ChatGPT, le générateur de texte qui permet via l'intelligence artificielle de répondre aux requêtes des internautes. Pour te présenter, Bastien, tu es délégué général de l'association ClassCode, un collectif de plus de 50 structures partenaires issues de l'éducation et du numérique, qui travaillent ensemble pour produire des MOOC, donc des cours en ligne, et des ressources éducatives libres afin d'accompagner les éducateurs dans l'apprentissage du code, de la pensée informatique et de la culture numérique. C'est pas ta seule casquette, tu es aussi chef de projet Cher UNESCO RELIA, donc qui veut dire ressources éducatives libres et intelligence artificielle, à l'université de Nantes. L'IA n'a donc aucun secret pour toi. Et pour démarrer cet échange, j'aimerais bien que tu reviennes sur une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle. Oui, alors c'est jamais la chose la plus facile à faire puisque l'intelligence artificielle, c'est déjà, une grande famille qui a une histoire, assez longue puisque ça remonte aux années 50. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc déjà ça, c'est important de le comprendre que c'est une technologie qui a évolué, qui est passée par des phases de ralentissement, d'accélération. Là, on en reparle effectivement depuis 12 mois, de manière plus importante. Si on voulait la définir, donc c'est l'ensemble des technologies, des techniques, des architectures ou même des théories qui permettent de simuler des parties de l'intelligence humaine ou animale. Donc finalement, dès qu'on arrive à produire une machine, à utiliser un algorithme pour se rapprocher de quelque chose que ferait l'humain, on peut désigner ça comme de l'intelligence artificielle. Et en quoi ChatGPT est une intelligence artificielle? Alors celle-ci, on la classe dans ce qu'on appelle les IA génératives, parce que son rôle, c'est de générer des contenus. Donc en l'occurrence, pour ChatGPT, c'est de générer du texte. Donc sa seule mission, c'est de générer du texte. Pour ça, elle a besoin d'entrée, elle a besoin d'un peu de matière. Donc c'est ce qu'on appelle le prompt. On rentre une petite phrase qui peut être une question, juste des éléments écrits. Et son rôle, ça va être d'inventer la suite de cette phrase en essayant de proposer les mots les plus probables. Donc c'est une suite logique, mais qui ne fait pas partie d'un raisonnement. Elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, elle ne réfléchit pas en essayant d'argumenter. Elle prend juste les mots qu'on lui a indiqués en entrée et elle va essayer de manière statistique de produire une réponse en mettant des mots cohérents les uns à la suite des autres. Donc, une IA générative parce qu'elle génère du texte. Il y en a d'autres qui génèrent des images, d'autres des vidéos. Donc, c'est une sous-famille des intelligences artificielles. Tu le disais dans la définition de l'intelligence artificielle, cette intelligence, elle vient simuler l'intelligence humaine ou animale. Je pense que c'est l'un des points qui effraie le plus sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu penses de ce point-là? Bah, c'est déjà une des difficultés parce que définir l'intelligence humaine, on a déjà du mal avec ça. Et donc, c'est d'ailleurs une des méthodes qui avait été mis en avant par la Commission européenne quand elle tentait de définir l'intelligence artificielle pour les textes de loi, c'était d'essayer de retirer cette notion d'intelligence parce que ça rend la question plus difficile à cerner. Et effectivement, le rapport qu'on a, bah, c'est un rapport un peu d'inconfort et c'est plus spécifique peut-être et plus présent dans les IA génératives de texte comme ChatGPT. Ben, parce qu'elle a attrait au langage, et que le langage, c'est le média de notre intelligence. Et finalement, quand on est face à quelque chose qui parle bien, qui donne l'impression d'être intelligent, d'avoir un discours, d'avoir une pensée, c'est perturbant parce qu'on est face à cette pseudo-intelligence, et du coup, ça remet la nôtre en question, qu'on a déjà du mal à définir. Et où est la limite justement entre l'intelligence humaine et cette intelligence artificielle? Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle pourra rattraper l'intelligence humaine? Bah, encore une fois, il faudrait qu'on arrive à se situer, nous, dans notre intelligence. Et c'est intéressant hein, quand on parle d'intelligence artificielle, même avec des plus jeunes, parce qu'on revient à des choses un peu plus basiques, mais aussi plus complexes. Et quand on parle avec des petits, par exemple en primaire, des questions d'intelligence, de ce qui me distingue d'un animal, par exemple, de ce qui fait que l'humain est intelligent ou a du langage et qui va se distinguer du chat ou du chien qu'on a à la maison, on se rend compte que c'est vraiment pas une question facile à aborder et à répondre. Donc pour l'instant, c'est complexe parce que vraiment, encore une fois, scientifiquement, on a du mal, nous, à se placer sur cette courbe-là. Donc on peut faire des distinctions et on voit qu'il y a des différences avec les intelligences machines, et notamment qui sont liées au corps, à l'intelligence émotionnelle. Donc c'est une des différences, la machine, elle n'a pas de corps. Et il y a toute une partie bah, du ressenti et de l'intelligence émotionnelle qui va lui échapper.
mais elle peut la reproduire, elle peut la simuler. Elle peut faire semblant et finalement, c'est ce qu'on fait à travers le discours et la distinction entre est-ce que je suis obligé de ressentir les choses pour les exprimer ou est-ce que juste les dire, ça suffit? C'est une vraie question. Sinon, on ferait pas de poésie, on ferait peut-être pas de science-fiction si on devait à chaque fois s'assurer que les choses soient vraies et soient ressenties par ceux qui les énoncent. Hmm. Et alors, est-ce que toi, elle te fait peur, cette intelligence artificielle? Alors à moi, non, heureusement, parce que c'est mon outil de travail et c'est un peu l'objectif qu'on se donne, c'est que la peur, c'est de toute façon jamais une bonne réponse. Souvent, c'est lié à l'incompréhension et à l'ignorance qu'il y a par rapport à ces technologies qui restent quand même assez complexes à saisir. Pas complexes dans la manière dont elles fonctionnent, mais le concept lui-même est difficile à saisir justement parce qu'il pose d'autres questions auxquelles on a du mal à nous-mêmes à répondre. Donc je pense que la peur, c'est vraiment la chose qu'il faut essayer d'écarter le plus rapidement possible. Ça passe par la compréhension du fonctionnement de ces technologies-là, et surtout de leurs capacités, mais de leurs limites. Et finalement, c'est un peu plus avoir une critique rationnelle sur ces objets-là. Ils peuvent pas tout faire, ils sont très limités. euh, et, euh, et comprendre ça, ça permet d'enlever la peur pour avoir plutôt effectivement une critique rationnelle qui permette de voir ce que ces technologies-là peuvent faire ou ne pas faire. Quelle limite tu vois sur ChatGPT? Bah, par exemple, les limites de ChatGPT, elles sont liées à son incapacité de réflexion. C'est-à-dire que c'est vraiment juste euh, de la répartition probabiliste de mots. Et donc ça peut sembler intelligent, mais déjà ça se manipule très facilement. On peut on peut orienter ChatGPT à avoir des types de réponses, à prendre des tons, à nous donner éventuellement même de fausses informations. Il n'est pas dans une logique de vérification de ce qu'il peut produire. Donc effectivement, il y a une phase d'apprentissage qui est liée à de nombreuses données, mais on peut aussi manipuler ça en fonction de ce qu'on lui donne comme prompt, comme phrase de départ, et l'orienter dans de mauvaises directions. Donc les limites, elles sont assez nombreuses, mais effectivement, elles viennent par l'expérimentation et de se dire, OK, je ne peux pas tout faire avec ces IA-là. Et déjà, encore une fois, c'est un peu le fantasme de l'IA unique. C'est souvent, on parle de l'IA en général, mais comme je l'ai dit, c'est une grande famille. L'intelligence artificielle, c'est aussi bien ChatGPT que les prédictions météorologiques à grande échelle ou que se mettre des oreilles de chat sur Snapchat. Tout ça, ce sont des IA. Mais elles font pas la même chose, elles sont spécialisées. Donc déjà, une IA, elle est forcément spécialisée à faire une chose particulière et elle va être très mauvaise sur toutes les autres choses. Donc c'est un peu le côté rassurant aussi pour nous, c'est que les IA, voilà, elles sont très bonnes pour faire une tâche particulière et nous, on est un peu nuls pour faire tout, mais on a plus de capacité à faire des tâches variées. Ah ouais, c'est important que tu rappelles ça. On est évidemment sur le podcast Les adultes de demain, donc on parle d'éducation. Et ChatGPT, on en a beaucoup entendu parler lorsqu'il s'agit des enfants et de l'éducation, pardon, notamment pour tout ce qui est autour de la triche, puisque comme tu le disais justement, ChatGPT permet de générer du texte. Et dans le cadre de l'enseignement scolaire pour les enfants, c'est un sujet qui fait peur pour les devoirs. Est-ce que les enfants vont continuer à faire leurs devoirs seuls? Comment est-ce qu'on va vérifier que ça a été produit par un enfant et pas par ChatGPT? Quel est ton avis par rapport à ce point-là? Alors, pardon. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est par rapport à l'évaluation ou à la capacité à déterminer si un texte a été produit par une IA ou pas, c'est vraiment quelque chose de complexe. Donc souvent, vous avez dû voir qu'il y a des détecteurs qui existent. OpenAI, qui est la société qui a créé ChatGPT, avait même sorti elle-même un détecteur qui permettait de savoir, avec un pourcentage de chance, si un texte avait été produit par une IA ou non. Donc ces détecteurs-là, ils existent, mais aucun ne fonctionne à 100%. L'idée, c'est d'avoir pareil une analyse probabiliste. On prend le texte généré, on regarde la distribution des mots, comment ils sont répartis, comment ils sont choisis, et on essaye de déterminer si cette répartition-là correspond à un algorithme connu. Donc en gros, qui pourrait être généré par une IA. Et ensuite, on crée un pourcentage de chance qu'il ait été produit ou non.
Ça, c'est forcément insuffisant pour l'éducation, puisque de toute façon, on n'aura jamais du 100 et on peut pas dire à un élève: «Tu as triché parce que, telle application a dit que tu avais 70 de chances que ton texte était produit par une machine». L'autre chose, c'est qu'il y a énormément de manières de détourner, ça et d'arriver à faire baisser, ce score. Donc c'est un peu la même logique que pour, les traducteurs, hein. Les élèves pouvaient utiliser Google Trad. Ils avaient déjà la technique de, si je passe par 2 langues avant de traduire, le texte que m'a donné, le professeur, du coup, je serai pas détecté puisque quand on fait copier-coller, on n'aura pas exactement la même, le même résultat. Donc il y a des équivalents pour ChatGPT où on peut effectivement faire baisser encore une fois le taux de détection. Donc en enlevant déjà cette possibilité-là, de pouvoir détecter, à chaque fois, on doit repenser la manière les on doit repenser le travail, qu'on demande aux élèves. Parce qu'effectivement sur la production écrite, ça c'est plus un outil, c'est vraiment quelque chose qui peut remplacer complètement le résultat qui est demandé. Et l'objectif de l'école, c'est ça, c'est de rendre un outil, même s'il est puissant, à sa place d'outil. Donc c'est un intermédiaire pour l'intelligence de l'élève. Si on arrive à des situations où effectivement ChatGPT peut répondre à un devoir entier ou à une production de texte, c'est sans doute que le support, la question de base, l'évaluation elle-même, n'est plus adapté, à ce type d'outil-là. Donc, là, c'est exactement les débats qu'il y a en ce moment, entre les enseignants, à l'éducation nationale. C'est de pouvoir repenser un peu cette évaluation et surtout ce qu'on demande aux élèves pour que ça ait toujours du sens et qu'on puisse pas être juste face à des productions faites par des machines qui n'auraient, nécessité aucun investissement de la part de l'élève. Donc c'est un niveau au-dessus que de recopier du Wikipédia ou de prendre des parties ou d'aller, prendre à droite à gauche des contenus. Là, c'est vraiment on peut mettre dans le prompt les consignes de l'enseignant et avoir un résultat qui sera extrêmement bon et qu'on aura juste à reproduire. Donc on en est où sur le sujet à l'éducation nationale? Donc tu disais que c'était au stade du débat, mais est-ce qu'il y a déjà des mesures qui ont été prises? Pour l'évaluation, c'est compliqué parce que c'est beaucoup plus profond que ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que des outils comme l'intelligence artificielle, elles posent pas réellement de nouvelles questions, à l'école. Elles posent d'anciennes questions auxquelles on n'a pas répondu depuis longtemps. Et quand je dis longtemps, c'était des décennies. Et sauf qu'elle les pose de manière voilà, plus profonde, plus insistante, qui sont, qu'est-ce qu'on apprend aux élèves à l'école? Comment on évalue? Est-ce que les notes, les productions, les devoirs à la maison, ça a toujours du sens? Quelles compétences on devrait travailler? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres manières, d'évaluer les mêmes compétences ou capacités? Donc c'est sans doute, l'évaluation, c'est sans doute ce qui prendra le plus de temps parce que ça nécessite finalement, vraiment une pensée, une refonte, du système scolaire, d'une partie des programmes et finalement aussi de la culture de l'enseignement à l'école. Mais il y a voilà, il y a des choses intermédiaires qui peuvent se poser. Pour l'instant, la position, heu, de l'éducation nationale, c'est de pouvoir encourager les enseignants à tester ces outils-là, aussi parce qu'on a besoin de leur expertise. C'est-à-dire que c'est des outils qui sont puissants. On peut pas juste les nier en disant: «Bon, bah, il y a des traducteurs de langues étrangères, mais bon, ça marche pas très bien et on continue d'apprendre les langues étrangères comme on le faisait avant». Ça marchait déjà pas avant. Là, avec des outils comme ChatGPT, on peut vraiment pas tenir ce discours-là et faire semblant que ça n'existe pas. Donc il faut essayer quand même de se former, d'être curieux, de se tester par soi-même. Les enseignants, ce sont des professionnels, ils connaissent leur métier, ils peuvent évaluer un outil quand on leur donne et c'est de ça qu'on a besoin. Savoir ce qu'on peut faire avec, trouver des méthodes innovantes pour les utiliser. Déjà qu'ils les utilisent pour eux, donc pas pour les élèves ou avec les élèves, hein, mais encore une fois dans leur travail. Il y a tout un tas de tâches que ces outils-là, hem, peuvent aider, accompagner un enseignant et lui permettre de gagner du temps qu'il sera en mesure de réinvestir sur autre chose. Donc déjà ça, de tester, de voir un petit peu les capacités et les limites et heu et ensuite je pense que dans un second temps, on aura cette possibilité-là de revenir avec les élèves sur cette réflexion-là et de se rejoindre aussi un peu parce que pour l'instant, le problème actuel, c'est qu'on a 2 champs d'expérimentation qui sont séparés.
On a les enseignants curieux qui testent de leur côté pour leurs travaux, pour la préparation des devoirs, pour des tâches administratives, etc. Et on a les élèves qui testent aussi parce que c'est un outil potentiel de triche, que ça permet de gagner du temps, que ça peut faire aussi plein de choses positives, hein, comme les aider dans leurs devoirs, faire des fiches de lecture. Sauf que ces terrains d'expérimentation, pour l'instant, sont séparés parce qu'on ne peut pas le faire à l'école, on ne peut pas utiliser ces outils-là dans la classe parce que bah, ils sont pas compatibles, avec les contraintes RGPD, par exemple. Ils sont pas accessibles normalement aux moins de 13 ans, voire sous autorisation parentale ou moins de 18 ans. Donc en faire à l'école, pour l'instant, il n'y a pas de cadre légal, en tout cas sur les systèmes les plus connus. Donc du coup, voilà, chacun teste, fait ses petites expérimentations de son côté. Seulement, bah, c'est pas ça à l'école, c'est ce contrat social entre l'enseignant et l'élève. Et à un moment donné, ils doivent pouvoir travailler là-dessus ensemble, échanger, exprimer même, voilà, les capacités, éventuellement les craintes, les peurs justement, et voir ce qu'on peut faire ensemble, parce que pour les élèves, ça a vraiment un impact aussi qui peut être négatif. Bah, encore une fois, il y a c'est des apports différents pour les enseignants ou pour les élèves. Pour les élèves, on pourrait se dire tout simplement déjà que donc ce qui est commun, c'est d'avoir accès à une intelligence, extérieure assez puissante, et en fait, c'est ça qui est perturbant. D'un côté, on a quelqu'un qui doit enseigner et transmettre des savoirs et des connaissances et des compétences et de l'envie, et de l'autre, on a, un élève qui est censé vouloir apprendre, se sociabiliser, et partager et acquérir des connaissances. Si on a une intelligence très puissante au milieu, forcément, ça perturbe cette balance-là. Quelque part, c'est aussi peut-être une opportunité d'égalité d'accès, parce que finalement, bah, des élèves qui avaient accès à de l'aide à domicile, qui avaient accès à des cours particuliers, bah, se retrouvent, des élèves qui ne pouvaient pas bénéficier de ça, ont finalement une aide à la maison qui est très puissante. Donc forcément, c'est une technologie, donc comme toutes les technologies, en général, ça renforce les inégalités sociales. Parce qu'il faut en avoir connaissance, il faut y en avoir accès, il peut y avoir des questions de prix, de tarifs, de systèmes plus ou moins puissants. Mais globalement, c'est quand même quelque chose qui est accessible à tous. Ça permet de l'individualisation aussi. Donc là, on parle que des IA génératives, mais l'IA dans l'école, elle existe déjà depuis plus longtemps que ça, et elle apporte des choses très différentes. L'individualisation, c'est vraiment une des choses qu'on met au cœur en général de l'IA en éducation, avec, l'accès aux données des élèves. Forcément, suivre par exemple ou créer des exercices individualisés, qui suivent le niveau de l'élève ou ses difficultés particulières, on peut pas le faire dans une salle de classe de 30 ou 40 élèves. Par contre, un algorithme, lui, peut le faire et pourra adapter, pourra suivre le niveau, revenir en arrière, proposer des choses plus ou moins difficiles, et cetera. Donc l'individualisation, c'est ce qui est, dans le cadre de l'IA en éducation, au-delà de l'IA générative, quelque chose qu'apportait. Donc, encore une fois, il ne faut pas mélanger. ChatGPT, c'est pas que la seule IA qui a un impact en éducation, et, euh, et elle a effectivement euh, des impacts positifs et négatifs. Mais pour les enseignants, c'est pareil, hein, effectivement d'explorer, de pouvoir gagner du temps sur beaucoup de tâches sur lesquelles qui peuvent être juste, voilà, difficiles, individualiser des exercices, les multiplier, faire des variations, être en capacité de pouvoir, voilà, avec ChatGPT, on peut générer des QCM sur un texte donné, on peut interpréter une vidéo, on peut créer vraiment des contenus de qualité assez rapidement. Et le vrai enjeu, c'est pas de se dire: «Bon, bah, super, on a juste gagné du temps, donc je peux mettre plus d'élèves ou mettre moins de profs», ou voilà. C'est ce temps gagné-là, on doit pouvoir le réinvestir dans des compétences qu'on estime être les plus importantes, et justement qui vont aider les enseignants et les élèves à se distinguer de la machine. Donc des compétences qu'on a pu mettre de côté par manque de temps ou de moyens, mais souvent qui sont associées à ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle, mais qui sont justement la communication, la collaboration, l'esprit critique, et de renforcer tout ça, de pouvoir prendre du temps, parce que la manière dont on transfère ou dont on apporte les connaissances, elle change, et on doit donner les outils et les compétences adaptées pour faire face à ces nouvelles technologies-là.
Ça, je suis 100% d'accord avec toi. Et on a oublié de parler de d'autres personnes qui ont un rôle non négligeable dans l'éducation, c'est évidemment les parents. Qu'est-ce que toi tu observes du point de vue des parents par rapport à l'intelligence artificielle et ChatGPT? Moi, j'ai l'impression quand même que on est beaucoup dans cette posture de peur, puisqu'on n'a pas nécessairement l'opportunité de tester ChatGPT dans les différents métiers des parents, contrairement aux enseignants. Donc, par exemple, c'est des outils qu'ils ne vont pas nécessairement maîtriser et je pense qu'ils l'associent encore beaucoup, comme on le disait au début, à un outil de triche pour les enfants. Toi, qu'est-ce que tu observes par rapport aux parents et est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Bah, c'est vrai que c'est souvent le positionnement, qui est le plus observé, c'est ça, c'est de l'inquiétude, c'est de la peur, c'est de l'incompréhension. C'est effectivement, bah, des on parce qu'on a accès à des bouts d'informations, des pointes d'iceberg qui vont être la triche, qui vont être les problèmes d'évaluation et cetera. Encore une fois, il faut s'intéresser au sujet, faut prendre le temps de comprendre, heu et ça nécessite pas de connaissances, hein, particulières, ni en informatique, ni en sciences de manière générale. C'est un outil qui et nous, c'est le positionnement qu'on a vis-à-vis de ClassCode. On fait de la médiation scientifique pour le grand public et les enseignants pour cette raison-là. Pour nous, ce sont des questions citoyennes. On doit le faire pour justement comprendre sa position aussi en tant que citoyen. Et, heu et ça touche tous les métiers, donc on peut pas se dire: «Bon, je le fais même pour mon enfant, ou pour tel ou tel métier où ce serait plus susceptible d'avoir, un impact». Vraiment tous les métiers sont concernés. Il y a une transformation générale et profonde des compétences parce que justement des outils qui ont attrait au langage. Donc faut prendre le temps de s'intéresser à ça, enlever le côté peur, pouvoir discuter, regarder aussi un peu sans doute ce que ces enfants font avec ces outils-là, la connaissance qu'ils en ont, heu et aider encore une fois à refaire du lien. Parce que ce que je disais entre les enseignants et les élèves, pour l'instant, c'est pour des questions effectivement, bah, on va dire de logistique et pratique et légale où c'est compliqué de pouvoir faire de l'accompagnement direct. Donc toutes ces ruptures-là, c'est justement ce qui met, l'école à distance et rend plus complexe l'éducation. C'est la rupture qui se fait entre les parents et les enseignants, entre les enseignants et les élèves et tout ça, on peut pas s'aider si on n'arrive pas à faire un effort dans ce sens-là et justement, ce sont ces compétences-là qui sont, qu'on a envie de travailler pour se distinguer des machines. On est censé, en tant qu'humain, pouvoir faire preuve de davantage de communication, de collaboration, de partager des idées et sinon, on va rester sur des lignes voilà, plus individualiste et sans doute plus exposé justement à cette logique, machine, un peu monomaniaque et c'est ce qu'on veut éviter si on a envie d'être plus intelligent, que ce soit pour soi ou pour ses enfants. Alors tu le disais, c'est de l'ordre du devoir citoyen et je sais qu'avec ClassCode, vous faites un travail merveilleux là-dessus. Peut-être que tu peux prendre le temps d'expliquer à nos auditeurs comment est-ce qu'ils peuvent justement comprendre ce qui se passe autour de l'intelligence artificielle et de ChatGPT grâce au travail formidable de ClassCode. Oui, donc Classcode, l'idée, c'était de produire des contenus, à l'origine pour les enseignants, mais finalement qui se sont étendus un peu au grand public. Pour comprendre les fondements scientifiques, de ce qu'on appelle la pensée informatique. Donc, pas apprendre à coder, apprendre à comment fonctionne, un ordinateur, comment fonctionnent les algorithmes et un peu la logique qu'il y a derrière. Et donc pour ça, on a produit des MOOC, donc des cours en ligne, qui sont gratuits, qui sont accessibles, qui sont tous en ressources éducatives libres, donc réutilisables, en cours ou pour des usages, privés ou de formation et qui partent de la base. Donc il y a pas de prérequis à avoir. Vraiment, on essaye de comprendre comment ça fonctionne. On a sorti un MOOC sur l'intelligence artificielle, qui explique un petit peu le fonctionnement justement global de ces technologies-là. Donc c'était avant ChatGPT, mais du coup, voilà, c'est bien d'avoir ces bases-là pour justement comprendre ces outils. Et puis après, il y a d'autres contenus qui ont été produits, avec la chaire UNESCO Réel IA, on a produit, au mois de mars, un livre ouvert à destination des enseignants, justement sur l'usage de l'IA en éducation, avec une partie sur les IA génératives. Donc il y a des contenus qui existent, qui sont accessibles, qui permettent de voilà, d'avoir une vue un petit peu plus large,
sur ces technologies-là, sur leur histoire, sur leur impact, et puis de se faire une idée plus précise et plus éclairée, sur ces technologies. Je suppose que Class Code, du coup, est très sollicité en ce moment. Oui. Oui. Oui, et c'est pour ça que je dis de manière, voilà, que c'est une question qui vraiment, et là on le sent, hein, le fait que les IA génératives et notamment ChatGPT aient finalement réussi un coup de com' assez important, hein. C'est des technos qui existaient déjà, c'est une évolution de GPT-3, de choses qui étaient déjà accessibles. Là, c'est juste que c'est le grand public a pris conscience ou a eu connaissance de ces outils-là, bon, qui sont aussi, montés en qualité au passage, hein, il faut le reconnaître. Mais du coup, on voit bien que voilà, aujourd'hui, les sollicitations, elles viennent de tout le monde, c'est-à-dire des enseignants, des élèves, des entreprises, des écoles, des universitaires, parce qu'il y a vraiment un impact général, un peu plus sous-jacent. C'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que c'est pas juste un outil technique qui me permet peut-être de faire des choses dans mon travail. Cet outil-là, il a un impact général sur les compétences. Et quand on pose souvent la question des métiers, c'est des questions qu'on pose le plus souvent, c'est voilà, quels métiers vont changer, disparaître, et ce qui se passera dans 20 ans, et cetera. Donc c'est c'est toujours compliqué, mais moi, je réponds jamais que les métiers vont disparaître ou changer. C'est les compétences qui se transforment. Et effectivement, soit on est en mesure d'adapter, notre travail et nos connaissances à ces nouveaux outils et et de voir ce qu'ils peuvent nous apporter, leurs capacités et leurs limites, soit on n'est pas en mesure de le faire et effectivement, bah, voilà, on peut-être que dans notre métier, on privilégiera quelqu'un qui est capable d'utiliser ces outils-là à l'avenir. Mais c'est vraiment les compétences qui changent et pas tant que ça les métiers. Et pareil pour les parents, pour des questions d'orientation, c'est aussi, des questions qui sont fortes, vers du coup, sur quoi parier, vers quoi je dois, mon enfant doit se diriger. Et donc, ça, on a aujourd'hui un peu de quelques analyses qui essayent de prédire un petit peu ça. Donc c'est toujours compliqué, hein, mais c'est basé justement sur les compétences qui sont plus ou moins concernées par l'automatisation, par le traitement des données. Il y a un changement intéressant qui s'opère, c'est que, bah, c'est beaucoup de métiers qu'on estime être intellectuels ou des métiers en col blanc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un avocat ou, un responsable d'assurance ou un banquier est plus, concerné ou a plus de chances d'être impacté dans son métier par ChatGPT, qu'un couvreur, qu'un cuisinier, ou qu'un livreur. Et ça, c'est intéressant aussi ce changement-là, parce que ça montre bien quelles compétences ça touche et que dès on a affaire à de la donnée, qu'on doit l'automatiser, qu'on doit la traiter, qu'on applique soi-même, des algorithmes, forcément l'impact face à la machine, il est énorme. Et heu et donc ça peut être des repères intéressants, mais ça devient une vraie réflexion personnelle, sur ses compétences, ce qu'on aime, ce qu'on apporte, sur la plus-value. Et ça, c'est ce faut accompagner les élèves à ça, parce que c'est vraiment pour l'instant, il y a aussi, du côté des élèves, c'est ce petit côté, pas forcément de peur, mais il y a un côté, que moi j'appelais le blues de l'IA, parce que c'est déprimant. C'est déprimant d'être face à quelque chose qui est meilleur que nous, plus rapide, qui a réponse à tout, et c'est frustrant. Et effectivement, si on bouge pas les lignes et la manière d'apprendre, c'est compliqué de dire à un élève: «Pourquoi tu dois apprendre quelque chose qu'une machine peut te donner, en quelques secondes et mieux que tu le feras peut-être jamais?» Et donc c'est que cette question-là est mal posée et qu'il faut sans doute apprendre autre chose et rassurer, parce que sinon, on va faire face, voilà, on a quand même une génération qui grandit avec des outils extrêmement puissants comme ça, qui grandit avec, des générations, d'images où ils peuvent se dire: «Bon, bah, ça c'est sans doute faux ou pas vrai ou créé par une machine», et c'est plus juste de l'esprit critique comme nous on a pu l'apprendre à l'école et l'éducation aux médias. C'est que pour eux, quand ils voient une nouvelle information, c'est pas, «Ah c'est super mais mais il faut que je la vérifie», c'est: «Ah c'est sans doute faux». Parce que c'est la majorité des choses qui sortent, et finalement, il y a un côté du coup, de distance pris face à la découverte, et ça, il faut absolument le préserver parce que l'apprentissage, c'est ça. Donc il faut rassurer, il faut accompagner et il faut, redonner envie, d'explorer avec ces outils, encore une fois, qui sont, extrêmement riches et pertinents pour faire ça. On peut faire des nouvelles choses avec ces IA qu'on ne pouvait pas faire avant,
qui posent des nouvelles matières d'apprendre et qui sont passionnantes. Ne serait-ce que pour le langage, pour le français, l'anglais, faire un texte, le rédiger avec la machine, inventer des histoires, imiter des styles d'auteurs, et se voir son histoire écrite par Jules Verne ou, heu, ou par des grands auteurs et travailler de manière collaborative avec d'autres élèves ou avec la machine, ça on pouvait pas le faire avant. La navigation dans le niveau de langage, c'est quelque chose de nouveau qu'apportaient pas les traducteurs et c'est extrêmement précieux pour l'exploration de la langue et le plaisir de créer. Sûr. À quand alors une matière dans nos écoles autour de l'intelligence artificielle et de ces nouvelles compétences? Bah, c'est pas pour demain apparemment, mais à l'école, il y a, on aborde l'intelligence artificielle un peu dans le Ouais. programme, en seconde, on l'évoque dans SNT, on l'évoque dans NSI. Heu, Après c'est voilà, c'est pas quelque chose qui a été, qui est, assumé, qui est présenté de manière technique et de toute façon la question c'est toujours ça. Est-ce qu'on parle techniquement du fonctionnement, mais il faut quand même, des avoir les connaissances, de base, suffisantes? Ou est-ce qu'on commence à poser des bases, théoriques pour réfléchir ce à quoi on fait face en tant qu'individu dans la société? Et ça, moi, c'est un peu le parti que je prends et ça se peut se faire, dès le plus jeune âge. Ça veut pas dire mettre plus d'écrans ou utiliser même des écrans. On peut faire du débranché, on peut faire de l'accompagnement à travers les concepts. On peut commencer à poser les bases de cette réflexion-là qui feront que quand on sera exposé à ces outils, on aura déjà, heu, une meilleure compréhension pour se faire son idée dessus et peut-être que, voilà, avant de faire une matière, ou une filière entière, IA, pour tous, parce qu'il faudrait que ce soit aussi ça, hein, faudrait que ce soit, pour tous les élèves. Peut-être qu'on pourrait déjà distiller de manière plus assumée les concepts et les réflexions qui nous permettent, de mieux comprendre et de faire face à tous ces changements technologiques. Et ça devient même des enjeux philosophiques en soi. Ouais, bah, pour moi, c'est souvent les questions qu'il y a derrière. C'est pour ça qu'on a une approche, citoyenne et avec une réflexion interdisciplinaire parce que répondre techniquement, ça répond pas à grand chose, en fait. C'est quelles questions il y a derrière? Qu'est-ce qui me dérange dans cet outil-là? Et encore une fois, c'est des questions bien plus profondes et c'est pour ça que c'est passionnant de discuter avec des élèves de 7 et 10 ans d'intelligence et de mettre, voilà, les animaux, les machines et les humains et de voir un peu les différences. On a des réponses et des explorations qui montrent la maturité qu'ils ont là-dessus, l'envie de comprendre, que ça leur semble pas si compliqué finalement, mais que ça les aide à distinguer et à comprendre parce que de plus en plus jeunes, ils sont habitués à interagir avec des machines, à leur, poser des questions, à être aussi sur du langage de plus haut niveau. Ça, c'est la chose qui a changé. Quand on discute, voilà, interagir avec une machine, c'est faire des lignes de code, bon, il y a un peu plus d'abstraction qui se fait, il faut de la connaissance, c'est, la frontière est voilà, est plus épaisse. Quand on peut parler juste avec une machine à l'oral, qu'elle nous répond, bah, on va avoir tendance, même nous, à développer des tics, à dire, merci, à dire s'il te plaît, et les enfants sont très sensibles à ça parce que pourquoi ils devraient faire une différence? Et et donc ouais, explorer ça avec eux et effectivement les questions fondamentales qu'il y a derrière, je pense que c'est important pour leur construction et leur compréhension de ces outils. Ça, c'est certain. On arrive déjà à la fin. Est-ce que tu aurais des ressources à recommander à tous nos auditeurs pour se plonger dans ce devoir citoyen qui est maintenant primordial? Bah, je l'avais évoqué, donc le MOOC sur l'intelligence artificielle, qui a été pardon, le MOOC sur l'intelligence artificielle qui a été créé par ClassCode, qui est toujours disponible, donc sur la plateforme FunMOOC, donc il est en accès libre, gratuit et continu. Pour les enseignants, ce serait sans doute plus le manuel ouvert, d'usage des IA, donc qui est vraiment plus théorique et qui pose justement cette question, de compréhension de l'intelligence artificielle, mais surtout de son usage dans un cadre, éducatif. Hem Et après, peut-être plus pour de la médiation, mais il y a quelques bonnes vidéos de médiation qu'on peut trouver, sur YouTube et qui peuvent expliquer un petit peu plus, techniquement comment fonctionnent ces modèles-là. Ce qui permet aussi vraiment de rassurer, de voir un petit peu l'architecture et la mécanique qu'il y a derrière et sur des vidéos qui sont bien faites et où on peut, voilà, comprendre sans avoir forcément trop
trop de prérequis techniques derrière, c'est quand même rassurant et agréable. Super. Et ben écoute, je te demanderai les liens par mail pour que je puisse les mettre en description de cet épisode du podcast. Merci beaucoup, Bastien. C'était passionnant et je pense que c'est chouette de démarrer la rentrée avec cette discussion autour de l'intelligence artificielle et ChatGPT. Merci à vous pour l'invitation et bonne rentrée à tout le monde. Du coup. Ouais, à bientôt.